Donc je m'appelle Gwenaëlle Garlavet, j'ai été, journaliste pendant plus d'une, dizaine d'années. Aujourd'hui, très honnêtement et c'est un peu bizarre, hein, pour moi qui aime travailler les mots, il y a pas de mot en fait qui définit, mon métier. Alors, il y en a qu'un qui est en anglais, ce qui est pas forcément ce que je préfère, ça s'appelle Brain Content Manager. Ça sonne bien, ça claque un peu, ça fait un peu ronflant puisque ça voudrait dire, productrice de contenu, intelligent. Donc en français, vous voyez bien que tout de suite on est un peu, limité dans la traduction. On pourrait aussi dire que je suis une slasheuse, ce que je n'aime pas non plus, parce que toujours c'est un anglicisme, mais ça veut dire que j'ai, finalement plusieurs, métiers, aujourd'hui. Je fais de l'animation de, débats, je fais, de la rédaction, de contenu. Alors, c'est extrêmement varié, hein, ça va du communiqué de presse à une vidéo de présentation en passant par, un livre blanc et tout un tas d'autres documents. Je fais de, la formation. J'ai obtenu d'ailleurs, récemment mon numéro, professionnel auprès de la Directe. Parfois, je refais quelques, détours par le, journalisme. Ça m'est arrivé il y a 2 ans sur France Bleu, Héros et puis aussi un peu de télé et à côté, j'ai écrit des livres. En tout cas, il y a quand même un fil rouge dans, tout ça, c'est cette notion d'aller chercher de l'information par tous les moyens, donc notamment beaucoup d'interviews, de reportages sur le terrain, de, la qualifier, de la choisir, de la hiérarchiser et ensuite de, bien la présenter en fonction, de la personne ou des personnes à qui, on s'adresse. Donc tout ça est quand même assez, cohérent et assez structuré. Là, je vous ai mis en fait, c'est la page d'ouverture de mon, site internet. Ce que je voulais partager déjà, avec vous, puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincus que, les mots ont leur importance et peut-être que vous avez un souci de mots vous concernant ou concernant votre entreprise. Donc je voulais partager déjà avec vous, quelques constats. Ça va faire maintenant, 7 ans que je suis, à mon compte et donc je revois assez régulièrement, tout le temps, les mêmes erreurs. Le 1er, constat, c'est, quand, les gens se présentent ou présentent leur entreprise, c'est, un manque de relief. C'est souvent assez plat, les mots sont assez communs, c'est assez passe-partout. Parfois, c'est un peu, langue de bois, comme si on devait faire de la communication et donc il y aurait certains mots, qu'on pourrait utiliser, et pas d'autres. Et puis surtout, ce que je vois, c'est que, ce sont des mots qui ne sont pas très différenciants et que finalement, si on regarde bien, vos concurrents, pourraient aussi, utiliser à leur compte. Donc ça pose un vrai souci. Le 2e constat, c'est, le constat d'un souvent le souci de langage, le fait de ne pas arriver à poser les mots sur son entreprise ou sur soi. Bah, quand on remonte progressivement, on se rend compte qu'il y a un souci de stratégie. Ça, c'est vraiment l'expérience qui parle. C'est-à-dire que quand je rencontre moi un client, je pratique ce que j'appellerais l'art de l'accouchement, la maïeutique, chez Platon. Je pose plein de questions et puis au bout d'un moment, on sent que ça bloque. Voilà, la personne, elle n'arrive plus à répondre, à mes questions et ça devient un peu brouillon et là, en général, on se dit: «Il y a un souci» parce que si vous n'arrivez pas à exprimer clairement vos idées, c'est qu'a priori, elles ne sont tout en haut. Hem, je donnerai pas des noms de clients, mais je l'ai vécu notamment avec, un bureau d'études qui est spécialisé dans les collectivités territoriales et on avait fait cet exercice avec, le directeur qui voulait notamment arriver à présenter en une affiche exactement ce que faisait le bureau d'études. Donc c'était en plus ce qu'on appelle de la data visualisation, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser beaucoup de mots, on était parti sur un concept graphique, peu de mots, mais quelque chose qui, en un clin d'œil, fasse qu'on arrivait à comprendre ce qu'ils allaient proposer. Et à force de discuter avec lui, au bout d'un moment, je voyais bien que ça l'agaçait de pas réussir à répondre à toutes mes questions. Et il a eu cette intelligence de dire bon, stop, on se pose, je vais aller voir mes équipes, je vais discuter avec eux et je reviens vers vous dans 2 jours. Et en effet, ils ont rediscuté entre eux, reposé en fait leur mission, leurs ambitions, et après, on a vraiment. Donc, ça, c'est vraiment le 2e constat que je fais. Et puis, le 3e constat, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, parce que moi, je vous ai sur le côté. Est-ce que du coup, ça vous empêche la lecture de mon PowerPoint?
Non, non, c'est bon. C'est C'est bon? bon. C'est souvent un manque d'adaptation à ça ou ces cibles, ce qu'on appelle nous dans le journalisme, nos lecteurs. Alors je vais vous donner des exemples tout simples. Si votre produit, s'adresse à des enfants, vous aurez un langage adapté, vis-à-vis des enfants. Si, votre cible, ce sont des institutionnels, il y a une façon, de, leur parler et quelque part, plus vous connaîtrez, votre cible ou vos cibles et plus finalement vous parlerez le même langage. Quand vous êtes dans un secteur, professionnel, là moi en ce moment je travaille pour un syndicat infirmier, je peux très facilement utiliser, des acronymes. Si je parle, d'IPI ou d'IDL, en face les infirmières, elles vont savoir de quoi je parle. Donc je peux me permettre ce niveau de langage. À vous, évidemment, si je vous parle d'EPI, si vous n'êtes pas dans le secteur de la santé, vous ne pouvez pas savoir que c'est des équipements de protection individuelle. Donc ça, c'est extrêmement important de toujours vous poser la question: «À qui je parle?» À qui je m'adresse? Et voire même, si vous avez la possibilité de faire des petites pour savoir, est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, est-ce que quel est leur âge, quelles sont, leurs consommations, d'informations. Hem, je continue, sur cet exemple du syndicat infirmier, on sait que c'est une population qui a, très peu de temps, qui lit assez peu. Je sais que moi j'ai préconisé à mon client de miser à fond sur la vidéo. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Des magazines extrêmement longs, extrêmement détaillés, avec, beaucoup de phrases, alors que c'est une population qui n'a pas le temps de lire. Elles sont notamment très consommatrices d'informations sur, leur téléphone. Donc ça aussi, ça veut dire qu'on va adapter, le langage, les mots et la forme que ça va prendre par rapport à cette adaptation-là, et à cet outil, smartphone qu'elles utilisent beaucoup, dans leur voiture. Donc ça, c'est vraiment les 3 choses que je remarque beaucoup. Je reviens quand même juste sur la 1re peut-être que j'ai passée un peu rapidement, sur le manque de relief. Moi, je vous invite à aller regarder, notamment sur les sites internet, une partie, que je trouve qui est souvent un peu bâclée, alors que c'est, la plus lue, c'est le, «Qui sommes-nous?» ou «À propos». Alors ça, en général, ça barbe tout le monde. On se dit: «Oh là là, faut se présenter, c'est un peu la plaie», alors qu'on a tout de suite envie de rentrer dans, «Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je fais? Quels sont, mes services?» Je pense que c'est une erreur parce que, c'est une vraie porte d'entrée. Qu'est-ce qui fait qu'on va plus vous choisir, qu'un autre? Eh bien, on va, entrer dans une relation humaine, dans un contact humain et moi, à titre personnel, c'est souvent la première chose que je vais aller regarder pour savoir est-ce qu'il y a une photo? Il n'y a pas de photo? Est-ce qu'on me parle de la personne qui, propose ce service? Qu'est-ce qui fait que je vais lui faire confiance plus à elle qu'à un autre? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là soit je la reconnais comme un vrai professionnel. Donc, regardez vraiment cette partie-là et là encore, travaillez bien sur, ce qui vous définit. Je continue avec mon syndicat, infirmier, vous allez me dire: «J'ai la dent dure», mais c'est parce que je commence juste à travailler avec eux, donc je les challenge beaucoup en ce moment, ils ont beaucoup de travail à faire. Leur baseline, c'est-à-dire la ce qui les définit en quelques mots, leur slogan si vous voulez, c'est: «Libéral avant tout». Je me suis dit: «D'accord, libéral avant tout». Donc je me suis d'abord dit: «Peut-être que ça parle aux infirmières», de se dire, «libéral avant tout». Alors ça, c'est pour moi un slogan qui est un peu particulier parce que ça définit d'abord, alors c'est normal, c'est un syndicat, hein, mais ça définit d'abord l'infirmière par son statut juridique. Est-ce qu'elle est hospitalière? Est-ce qu'elle est, libérale? Je ne suis pas sûre que les infirmières libérales se définissent avant tout par leur statut. Moi, quand je leur parle, elles mettent beaucoup en avant la relation qu'elles ont avec leurs patients, avec les gens qu'elles soignent, la proximité, le caractère extrêmement humain, le fait qu'elles aillent à domicile, qu'il y ait une prise en charge parfois presque de la famille. Donc il faut toujours s'interroger en effet sur les premiers mots comme ça qu'on va mettre. Je ne sais pas si c'est sur cette partie de constat déjà vous avez des premières remarques? Je poursuis du coup.
par rapport à cette adaptation, à sa cible, il y a quelque chose qui est très utilisé ou qui est très enseigné, dans les écoles de journalisme ou dans les médias, c'est ce qu'on appelle la loi de proximité. Alors après, je vous mettrai plein de bémols, hein, sur cette loi de proximité, mais c'est ce qui est résumé donc par ce cercle qui dit que, grosso modo, on s'intéresse surtout à ce qui est, très proche de nous. C'est-à-dire, il y a le moi et donc qu'est-ce qui m'intéresse en fait? C'est mon quartier, ma rue, mon travail, ma maison, mes enfants, ma famille, ce qui va se passer, aujourd'hui et demain. Et puis après, il y a une espèce de cercle concentrique comme ça, de choses qui m'intéressent un petit peu moins. Alors si on prend l'aspect géographique, ben, je vais un peu moins m'intéresser à ma ville ou à mon village, je vais un petit peu moins m'intéresser à mon pays, je vais un petit peu moins m'intéresser à l'Europe, je vais un petit peu moins m'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la loi de proximité. C'est ça qui vous permet de, aller, essayer de toucher vraiment votre cible. Donc vous, dans les informations que vous, devez, donner si vous voulez intéresser votre cible, il faut être vigilant, par rapport à ça. C'est-à-dire, essayer de trouver des centres d'intérêt qui, sont communs. Je mets quand même, notamment dans la partie journalisme, moins dans la communication, mais la partie, journalisme, beaucoup de bémols à ça. Parce que, par exemple, là, j'ai un collègue qui a poussé un grand coup de gueule sur les réseaux sociaux récemment, où, hier, finalement, on en faisait des tonnes sur, Gmail qui a planté, et qui faisait l'ouverture, presque de tous les médias, comme étant vendu une catastrophe intersidérale, le fait qu'on n'ait pas eu, tous accès, à Gmail, à YouTube, pendant 2, 3, 4 heures, alors que, sans doute en ouverture du journal, on aurait pu, mettre en lumière, je ne sais pas, l'enlèvement de jeunes filles, par les islamistes de Boko Haram ou des problèmes, liés à la santé, des morts et cetera. Donc certes, là, ça répond à la loi de proximité, c'est-à-dire que je pense que tous ceux qui ont un compte Gmail et qui travaillent avec Google hier ont paniqué, donc là, on est à fond dans la loi de proximité. Par contre, en termes de hiérarchie de valeurs, on peut tous, je pense, considérer que, oui, c'était embêtant, mais il y a sans doute des choses beaucoup plus graves, qui se passent, aussi bien dans notre ville, en France et ailleurs dans le monde. Donc voilà, prenez-le en compte, cette loi de proximité. Par contre, il ne faut pas non plus en faire, un principe parce qu'il y a certainement des choses parfois, plus importantes. Alors, la question de comment maintenant je me démarque. OK, elle m'a dit, ce qu'elle remarquait, ce qui n'allait pas. Peut-être d'ailleurs, je me suis dit que tiens, je me sentais visée par ce qu'elle disait. Comment je me démarque? Alors, un de mes premiers conseils, c'est ce que j'appelle, l'importance de la storytelling. C'est un terme qui est très utilisé, hein, dans la communication, donc je ne sais pas si ça vous parle. Alors je suis désolée, c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'anglicismes dans la communication parce que c'est l'art de la contraction, pardon, de contexte, de concept, pardon. C'est cette idée de raconter une histoire. Que ça soit pour vous ou que ça soit, pour, votre entreprise, c'est extrêmement important de raconter une histoire. Je dis pas raconter des balivernes, hein. Raconter une histoire, ça ne veut pas dire mentir. Ça veut dire raconter le début de l'histoire. Comment tout ça a, démarré, comment tout ça s'est construit, qu'est-ce qui se passe et d'embarquer les gens avec vous. Heu, on aime tous qu'on nous raconte des histoires. Quand on était petit, on aimait bien, le soir, que quelqu'un de la famille, nous raconte des histoires et bien, ça reste notre Madeleine de Proust et je pense qu'on reste dans cette, logique-là. De fait, enfin, si vous avez le temps, vous irez regarder, je vous donne l'exemple de mon site internet, hein, vous irez regarder dans parcours, j'ai raconté finalement, mon parcours. C'est-à-dire que je commence directement comme ça en disant que j'ai pas rêvé, d'être, journaliste toute petite, que c'est quelque chose qui s'est construit. Mais par contre, très rapidement, quand il y a eu, la première guerre du Golfe, j'étais encore très jeune, j'étais en capacité de regarder, la télévision avec ses informations en boucle. C'était vraiment le début
de l'information en direct et après je raconte, voilà, mes débuts, à France Bleu, Héros, à RTL. Je raconte quelques anecdotes, sur ça, comment je suis passée à la presse écrite. Hem, je sais que ça peut paraître parfois étrange et ça peut même être un peu désagréable. Pour moi aussi quand je l'ai fait, hein, ce site internet, je me suis dit: «Oh là là, il y a ça fait un peu beaucoup, moi, je me mets beaucoup en avant avec des photos, sauf qu'à titre personnel, moi, je propose des services. Je suis toute seule au sein de mon entreprise. Qu'est-ce qui fait que, mes clients vont me choisir, moi plus qu'une autre ou un autre? Alors certes, hein, il y aura certainement le CV, le curriculum vitae où je raconte, voilà, l'école de journalisme de Lille, c'est prestigieux, très bien, mais qu'est-ce qui fait que les gens vont avoir envie de travailler, avec moi? Bah, au-delà de l'aspect, professionnel, bah, peut-être qu'on va, voir ensemble une histoire commune, voir des valeurs, ensemble et je pense que ça, c'est extrêmement, important à travailler. Donc raconter une histoire, que ça soit celle de l'entreprise ou, la vôtre. Heu, ensuite, mon deuxième conseil, c'est, un mot est un mot. Alors je vais le faire, je pour montrer que je ne triche pas. J'ai toujours eu en fait des dictionnaires, sur, mon bureau. Quand j'étais journaliste, je travaillais toujours avec, des dictionnaires. Alors celui-là, je suis désolée, il est super neuf, c'est pour vous montrer, il date de 89. Donc depuis, il y a d'autres mots qui se sont, rajoutés. Mais j'ai toujours travaillé avec, un dictionnaire. J'ai, toujours travaillé avec un dictionnaire de citations. J'ai toujours travaillé je vais y arriver, avec un dictionnaire, des synonymes. Je pense que c'est, extrêmement important de travailler avec des dictionnaires parce que ça enrichit notre, vocabulaire, et puis parfois on utilise des mots en pensant qu'ils ont une certaine définition et en fait on se trompe. C'est pas tout à fait ça et donc aller chercher le bon mot, qui, vous correspond. Ça permet aussi parfois d'éviter, d'utiliser sans arrêt, «est», «fait», «dit», des petits mots comme ça qu'on retrouve partout, tout le temps donc ça peut paraître bête mais vraiment mon deuxième conseil c'est, d'utiliser un dictionnaire, d'aller enrichir votre vocabulaire, de vraiment ne pas hésiter à regarder, des synonymes pour vraiment voir les mots qui peuvent le mieux, vous correspondre. Et puis le troisième conseil, c'est ce qu'on appelle les 3 C ou ce que j'appelle les 3 C d'ailleurs, court, clair et concret. Court, c'est compliqué. Parce que, on a tendance à tout de suite vouloir, délayer, rajouter beaucoup de choses et ça revient à ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que si vous choisissez les mots justes, vous arriverez à faire des phrases courtes, parce que parfois juste un mot, ben, résume finalement, toute une phrase que vous auriez pu, faire auparavant. Donc court, parce que ça ne sert à rien de délayer, clair. Ça, c'est pareil, c'est pas toujours, évident parce que, notamment dans le monde de l'entreprise, certains sont dans des domaines, extrêmement, techniques ou ont l'habitude de parler avec, un langage technique et donc là, il faut arriver à expliquer les choses, simplement. Moi, je dis souvent, n'hésitez pas à imaginer que vous avez, quelqu'un de votre famille, votre mère, votre père, votre conjoint, vos enfants. Comment vous leur expliquez simplement ce que vous faites. Moi, j'ai encore eu récemment, hein, mon fils dans ma voiture, le matin, on part à l'école et il me dit, «Au fait maman, c'est quoi ton métier?» «Mmh, alors, en fait, j'ai plusieurs métiers». Voilà, donc j'ai essayé de lui expliquer simplement. Mais votre travail à vous, c'est aussi ça. Plus ce sera simple, plus ce sera abordable, plus il sera facile ensuite de le complexifier et de rentrer dans du langage technique pour, une cible qui, elle, en effet, est, professionnelle. Ensuite, le troisième C, c'est concret. Hem, pour éviter ce que j'appelle moi le blabli blabla, c'est-à-dire blablabla, être concret, raconter véritablement ce que, vous faites. N'essayez pas de, mettre des concepts.
Ce que je vois souvent, c'est que les gens me disent: «Oui, mais il paraît qu'il faut écrire comme ça. Oui, mais il paraît qu'il faut le dire comme ça». Le «il paraît», qu'importe. Hem, Souvent, ce qu'on voit quand même, c'est que le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise, incarne son entreprise, a une forme de personnalité. Je ne vois pas pourquoi il faudrait, cacher cette, personnalité. Ça peut, dans certains cas, être un vrai avantage. Donc ne pas hésiter déjà à utiliser des mots que vous utilisez au quotidien, et éviter de plaquer des concepts. Et concret, c'est qu'est-ce que vous faites, vraiment et surtout à destination de qui? Hem, pour arriver à répondre à toutes ces questions, il y a ce qu'on appelle dans le journalisme, les 5 W. Alors on ne le traduit pas encore une fois en français parce que sinon on se retrouve avec, des Q et cetera et tout, donc c'est un peu bizarre. Donc les 5 W, donc c'est qui, quoi, où, comment, quand, pourquoi. Voilà, le pourquoi est un sixième en fait, mais il faut absolument que vous arriviez quand vous vous décrivez ou quand vous décrivez votre activité, à répondre à ces 5 W. Ça peut paraître, comme ça, basique, mais finalement, souvent, comme on est tellement dedans, on en arrive à oublier l'essentiel. Hem, Moi, ça m'arrive encore, hein, quand j'écris parfois des communiqués de presse, à les relire et puis d'un coup de me dire: «Mais, j'ai même pas précisé où est-ce que ça se passait». Et c'est une information importante, parce que quand je vais envoyer l'information aux journalistes, si je leur dis pas que c'est à Montpellier, ça va peut-être pas les intéresser. Et si finalement ça se passe à Bordeaux et que j'envoie ça à des journalistes qui sont à Montpellier, ça ne les intéressera pas en effet. Donc toujours s'assurer, ça prend, 2-3 minutes, mais toujours s'assurer vraiment, heu, que vous ayez répondu à, ces 5 W. Avant de passer à ma petite botte secrète, est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi je ne les vois pas, ou est-ce que vous en avez que vous voulez poser de façon orale? Ouais, j'avais juste une question sur le storytelling, parce que du coup, on en entend beaucoup parler, et notamment avec le monde des startups. Mmh. Heu, enfin, quelle est la valeur aujourd'hui d'un storytelling? Et en fait, je me posais la question si finalement les journalistes aujourd'hui, ils considéraient pas que le storytelling, c'était beaucoup de mythos et peu de vérité? Et est-ce qu'ils accordaient toujours de l'importance à ça, du coup? Bah, si en effet c'est mytho, ça n'a rien à y faire. Là pour le Mythos coup, c'est très ce que enjolivés, quoi. J'étais peut un peu fort, mais ouais, ouais, donc OK. Oui, c'est ce que c'est quand je disais tout à l'heure, par exemple, raconter une histoire, c'est pas, raconter des balivernes. Et c'est vrai que de toute façon, alors si on s'adresse aux journalistes, la règle de base, c'est en effet, ça sert à rien, de, vouloir en rajouter, puisque de toute façon, ils auront, les moyens de vérifier. Donc oui, évidemment, on a toujours envie de se valoriser, mais tirer vers l'exagération au point d'en arriver à tordre la vérité, ça n'a, aucun intérêt parce qu'au contraire, ça risque de discréditer. Quand on s'adresse aux journalistes en plus, un journaliste, par essence, et c'est bien normal, n'aime pas la communication, n'aime pas qu'on en fasse trop et n'aime pas tout ce qui sent le marketing. Donc il faut être, extrêmement prudent, dans la façon dont on l'écrit. C'est pour ça que, par exemple, quand on pose des mots, si c'est des mots pour faire un communiqué de presse, ça va pas être tout à fait les mêmes que si c'est des mots, par exemple, je sais pas, pour une lettre interne vis-à-vis, des salariés. Vis-à-vis des salariés, si on prend le cas de la storytelling, on pourra en effet, aller accentuer, sur certains aspects qui vont être très valorisants, essayer de créer, un état d'esprit, faire que tout le monde fasse corps autour de cette histoire, et créer une histoire commune. Honnêtement, ça n'intéresse pas le journaliste. Donc là, on n'appuiera sans doute pas sur les mêmes aspects de l'histoire et sans doute pas avec les mêmes mots non plus. Par ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le mot, start-up. Hem, Moi, aujourd'hui, je le déconseille ce mot start-up. Pour moi, il fait typiquement partie, de ces mots, passe-partout, et fourre-tout, et qui peuvent, de ce point de vue-là, être assez mensongers. Parce que le nombre de fois où finalement je vois, des PME qui se créent,
et qui disent: «Bah, tiens, je me crée, donc de fait, je suis une start-up». En soi, c'est pas faux. J'ai envie de dire, start-up, je suis prêt à partir, je suis prêt à bondir, je suis là, je me crée. Bon, est-ce qu'il y a l'aspect innovant? Pas forcément, mais aujourd'hui, tout le monde se décrit comme une start-up. Bon, moi, à la limite, je préfère, une jeune entreprise, innovante et surtout, je préfère parler, d'une jeune entreprise et plutôt que d'utiliser le mot innovant qui est lui aussi, selon moi, un mot valise et fourre-tout, en quelques mots, montrer en quoi cette entreprise est, innovante. C'est pas la peine de s'auto-déclarer innovant. À la limite, il suffit juste, par quelques exemples de le montrer et ça sera, beaucoup plus, percutant que, de dire, innovant, dynamique, pionnier, ça, c'est les mots qu'on voit, un peu partout. Effectivement. Et Est-ce qu'il y du a coup, d'autres deuxième question liée à ça, est-ce que le storytelling, si on reste là-dessus, mmh. qui intéresse le journaliste, c'est celui de l'entrepreneur ou celui de l'entreprise finalement? Bah, en fait, ça va être des cas, très individuels. Alors j'espère que Moed Altrad nous écoutera pas. Enfin, j'assumerai complètement mes propos. Mais par exemple, si on prend le cas de Moed Altrad, pardon, mais le secteur d'activité dans lequel il travaille n'est pas franchement sexy. C'est le numéro un mondial de la bétonnière, et des échafaudages. Moi, j'ai fait son premier portrait il y a, je sais pas, 15 ans, dans La Croix. Honnêtement, j'ai pas vendu à La Croix, le numéro un de la bétonnière. Alors certes, c'est son activité, hem, mais c'est pas ça, qui, pouvait être intéressant, pour La Croix. Ce qui était intéressant, c'était le côté, l'homme qui s'est construit, tout seul, l'immigré venu en France, qui a saisi sa chance et qui a réussi, ses techniques de management, comment il a réussi. Hem, C'était tout ça en fait qui intéressait bien plus que son entreprise en tant que telle, qui encore une fois est sur un secteur, classique de BTP. Certes, une très belle réussite, mais bon, j'allais pas parler pendant, très longtemps, des innovations en matière de bétonnière ou, de la solidité de ces, échafaudages. Donc des fois ça va être le chef d'entreprise parce que, il y a une très belle histoire. Je pense notamment, par exemple, aux entreprises familiales. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on met beaucoup, en valeur, et en relief parce qu'il y a, 3, 4, 5, 6 générations. Des fois, ça va être parce que ce sont, des femmes, dans des secteurs, peu attendus. Ça peut être aussi, tout ce qui va apporter, sur la question du handicap. Une personne qui aurait réussi, malgré ou avec son handicap. Parfois, c'est plutôt l'entreprise qui, est plus intéressante, parce qu'elle est dans un domaine d'activité, particulier, qu'elle a créé quelque chose d'intéressant, qu'elle est installée dans un endroit, incongru. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'avais fait un papier sur, bienmanger.com, alors qui est maintenant, un leader bien installé de tout ce qui est vente en ligne, de, produits gastronomiques du terroir. Quand j'étais allée les voir, ils étaient installés, à Lacanourgue. Enfin, c'était même un petit village à côté de la Lacanourgue. C'était complètement, paumé. Ça, là, il y avait quelque chose à raconter sur, alors certes, en plus, c'était un jeune homme à l'époque qui lançait ça, mais dans une zone, rurale, donc il y avait l'aspect, création d'une entreprise qui est devenue leader, dans une zone défavorisée. Enfin voilà, il y avait quelque chose là d'intéressant sur l'entreprise elle-même. Et des fois, c'est pas forcément donc de fait dans ces entreprises, les chefs d'entreprise les plus intéressants. Parfois ce sont des entreprises à plusieurs têtes. Il n'est pas rare d'avoir, un président, un directeur général, plusieurs associés. Dans ces cas-là, c'est parfois difficile de mettre, en relief plus l'un que l'autre. Après, ça peut être des belles histoires de rencontres. Moi, je l'ai fait là récemment, pour l'agence de communication Wonderful qui voulait se présenter un peu différemment. Finalement, en discutant, avec, les dirigeants, ce qui était parce que c'est une grosse agence de communication, mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on va aller vers eux plus qu'une autre agence à Toulouse, à Paris ou à Marseille? Bah, là, on a mis l'accent sur le fait que, cette, entreprise est le fruit d'une amitié de plus de 30 ans entre, Pierre et Pascal et qui sont en plus, tous les 2 complètement le yin et le yang. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est extrêmement rigoureux,
cartésien, l'autre qui est beaucoup plus créatif. Et finalement, on a fait une présentation, justement, en montrant ces 2 personnalités, comment elles se répondaient, et on a considéré que c'était ça qui faisait la force de, cette entreprise. Donc on allait raconter, leur histoire, leur passion aussi commune parfois pour l'Afrique, et cetera, et cetera. J'espère avoir répondu à la question. Ouais, merci. Si je peux me permettre, juste Vas-y, pour Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui, bonsoir, pour compléter Bonsoir. en fait la question de Michael, la storytelling, c'est hyper important et c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que vous parlez du cas des journalistes, mais quand, par exemple, ce qui a été mon cas, on se retrouve dans le monde de la finance et que vous devez, en 4-5 minutes, expliquer un intérêt sur un métier que les financiers ne connaissent pas, avec des termes qui, comme vous l'avez dit, Gwenaël, doivent être compris. Eux, ils ont leur sémantique et nous, on en a l'autre. Moi, je suis dans le domaine de la santé. Franchement, c'est un exercice très compliqué. Donc, réussir la storytelling, c'est ça qui fait, en fait, quelque part, qu'on passe à l'étape d'après. Et sincèrement, bon, j'ai fait, comme beaucoup, le tour des financiers parisiens il y a quelques années. Je m'en suis rendu compte, malheureusement, à mes dépens, que j'étais passé à côté de la cible, que je n'avais pas eu le temps, que je n'avais pas éclairé ce qu'il fallait, que je n'avais pas utilisé les bons mots. Donc, dans ce que vous dites dans vos conseils, c'est vrai que là, je revois en fait un peu ce que j'ai vécu. Et c'est vraiment ça, le cours clair, concret, c'est super compliqué. Alors, quand on a le temps de le faire par écrit et qu'on a ces conseils-là, ok, on peut prendre le temps. Quand on le fait en live, dans un speed dating de 7 minutes avec, ou 10 minutes avec un financier, un journaliste, franchement, c'est un exercice qui est super compliqué, quoi. Et pour autant, Mika, je sais pas, si tu le fais pas, il n'y a pas de deuxième étape, quoi. Ta valeur, tu la mettras même pas en exergue parce que tu auras raté l'accroche, quoi. Donc voilà, je vais pas aller je vais pas brosser Gwenaël dans le sens du poil, mais des Ça peut 3-4 être choses. agréable, hein. Oui, oui, si tant est que vous ayez du poil dans le dos, ce qui est moins agréable. Non, là, j'avoue, non. D'accord, ok. Bon, non, mais en fait, voilà, en quelques mots, c'est vraiment ça. Mais c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté quand on a voilà, d'arriver à mettre noir sur blanc des choses qu'on cultive au quotidien et qui parfois sont aisées à expliquer et compliquées à faire passer. Voilà. C'était juste ma petite expérience et dire que oui, si on arrive à se… Et honnêtement, hein, je dis ça alors que quand je me revois parfois filmer, je me dis, mais t'es vraiment nul, quoi. Donc, vous voyez, c'est une réalité. Sois pas trop dur avec toi-même, Jean-Pierre. Si, si. Bonsoir. D'où l'intérêt de Leader Média. Bonsoir, je peux rebondir parce que je pense que c'est la vraie problématique de beaucoup. Des fois, on va mettre nous en avant ce qui nous paraît important dans l'entreprise et vu les autres ou le regard des autres est complètement différent. Et ça, c'est très compliqué de pouvoir juger et de pouvoir trouver en fait les bons leviers de communication et de mise en avant de son entreprise, de son savoir-faire, de son métier. Donc, vous avez évoqué tous les points. Ça peut être l'homme, mais ça peut être aussi l'entreprise. Donc, je trouve que c'est vraiment l'exercice peut-être le plus compliqué qu'on ait à réaliser en tant que dirigeant d'entreprise. Et d'ailleurs, je vais compléter. Moi, je le fais aussi avec mes salariés. Je leur demande quelles sont leurs compétences, qu'est-ce qu'ils pensent être leurs compétences. Les 3/4 du temps, ils tapent à côté. Ce qu'ils savent faire, ils ne le mettent pas en avant. Donc, je pense que pour l'entreprise, c'est à peu près la même chose. Dans ce que vous venez de dire, c'est d'abord, on voit l'importance en effet de mettre des mots. Et ça, je pense qu'on le partage, c'est-à-dire qu'il y a le savoir-faire, et moi, ce que je vois beaucoup, hein, notamment les chefs d'entreprise, d'associations, d'institutions, il y a un vrai savoir-faire. Alors, le faire savoir, c'est le passage qui est très compliqué. Là où je vous rejoins, c'est que souvent, il y a besoin de faire un pas de côté et, si possible, un regard extérieur. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué quand on a le nez dans le guidon, quand on est complètement dedans, de tout d'un coup pouvoir s'observer. Ça demande ça, en fait, finalement. Ça demande de s'observer. Donc, c'est vrai, alors moi, c'est ce que je fais tous les jours, mais c'est vrai que le fait d'avoir une personne extérieure qui, tout d'un coup, vient vous interroger, réinterroger vos pratiques, vous oblige, parce que moi, ce que je fais, c'est que j'oblige en fait chacun à reformuler. Alors, les gens, ils ont l'impression des fois que je radote un peu, je repose la même question sous un angle un peu différent, mais en fait, c'est parce que je souhaite que mes clients expriment leurs idées, continuent de travailler sur les mots, soient plus précis. Donc, il y a comme un espèce de duel un peu
C'est un peu un match entre nous pour arriver à quelque chose. Et c'est vrai je n'ai pas envie de dire qu'il faut forcément vous faire aider, mais c'est plus simple quand, en effet, on a un regard extérieur qui vient interroger des pratiques, interroger une histoire. Et par rapport à ce que disait Jean-Pierre, c'est que là où vous avez raison, c'est que la prise de parole, que ça soit pour présenter son entreprise, que ça soit l'art du pitch, un rendez-vous chez le banquier, etc., ça se prépare. Alors, je le vois plus, hein, je vais me faire tirer les oreilles, mais je le vois plus chez les politiques qui souvent ne se préparent pas à une intervention. Parce, je sais pas, ils ont une inauguration de quelque chose, ils me disent non, non, mais moi c'est bon, ça va, je maîtrise. Alors là, ça c'est pour moi le pire, parce que souvent c'est les grands bavards qui vont vous faire des discours qui vont durer une demi-heure devant une assemblée qui n'aura qu'une envie, c'est d'aller manger à la fin et qui a juste envie de s'asseoir et qui ne retiendront rien de ce qui a été dit pendant une demi-heure. Donc souvent, moi je leur dis, mais faites court, 3 minutes. 3 minutes. Les gens, ils ne sont pas là pour écouter des... Et faites quelque chose de différent. De différent, ça veut dire il va y avoir avant vous peut-être un député, un préfet, un conseiller régional, enfin je ne sais pas, vous serez peut-être le 5e à intervenir sur l'inauguration du gymnase Schmitt-Boubluc. Qu'est-ce que vous allez raconter de plus que le fait qu'il a coûté tel prix, qu'il fait tant de mètres carrés et que super, les gamins vont pouvoir aller faire du sport. Alors souvent, ils sont un peu désarçonnés, ils me disent bah, je ne sais pas. Bah, je dis bah, racontez-moi, vous, pourquoi c'est important? Est-ce que vous avez des souvenirs, vous, faisant du sport quand vous étiez enfant? Est-ce que le sport a compté ou pas à un moment de votre histoire? Est-ce que vous partagez des valeurs concernant le sport, les valeurs collectives? Je dis, allez chercher quelque chose, une parole unique, quelque chose que vous seul pourrez dire. Et donc, dans ces cas-là, souvent, je leur dis, mais il faut aller chercher ça là. Faut aller chercher dans les tripes là. Faut y aller. Évidemment, il y a une forme d'impudeur parfois. Il ne s'agit pas d'étaler sa vie privée, mais d'aller faire résonner quelque chose et d'aller faire résonner quelque chose qui est vrai, pas qui sonne vrai, qui est vrai. Et ça nécessite de donner de soi. Et quand on va faire une présentation à un banquier, faire un pitch quelque part, etc., il faut donner de soi. C'est engageant et ça se prépare. Je ne crois pas à l'improvisation totale de A à Z. Je pense que c'est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis. Même moi, en tant que professionnelle de l'information, quand je suis interviewée à la télé, à la radio, qu'importe, j'ai préparé mes 3 messages essentiels. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent de mon intervention? Et je ne dis pas que tout est écrit, mais par contre, j'ai travaillé sur les mots aussi que je vais utiliser. Parce que parfois, on va utiliser un mot qui est malheureux, sans s'en rendre compte, parce qu'on aura complètement improvisé. Et c'est peut-être celui-là que les gens vont retenir. Donc ça se prépare toujours. Et à minima, nous, en tout cas en école journalisme, on nous disait, vous préparez l'introduction, la première phrase, vous préparez la fin, et après, vous vous débrouillez au milieu. Parce que parfois, on arrivait en reportage un peu catastrophe, on arrivait avec le micro, 3 minutes après, il fallait être à l'antenne. Ben, au moins la première phrase d'attaque, elle est propre. La dernière phrase, elle est propre. Et puis ben, au milieu, on va improviser et on va essayer de ne pas se prendre trop les pieds dans le tapis, quoi. Je vous propose, je ne sais pas quelle heure il est, ce que tu fais, j'espère de ne pas trop parler non plus. Non, c'est bon, ça va. C'est bon, ça va. Je vous propose donc ce que j'ai appelé, histoire de déguiser un petit peu vos papilles, la botte secrète. C'est ce qu'on appelle la charte sémantique, en fait, hein, dans la communication. C'est quelque chose que je fais beaucoup avec mes clients et qui, alors, prend du temps. On peut le faire de façon plus ou moins développée, mais qui après, par contre, en fait gagner énormément parce que ça permet d'avoir une espèce de boîte à outils ressources avec des mots qu'on utilise, où on fait des copier-coller après sur tout un tas de publications qu'on veut faire ou de communication, de discours en interne, en externe, etc. Donc la charte sémantique, en fait, là, je vous ai sorti un exemple très développé que j'ai travaillé avec l'EPALS, qui est un service de santé au travail avec lequel maintenant je travaille en confiance depuis, je ne sais pas, 5-6 ans.
Et c'est une charte qu'on a élaborée quand même assez rapidement ensemble, puisqu'on savait qu'on allait s'inscrire sur la durée et que ce n'est pas au travail à Montpellier. Il n'y a pas de concurrence entre eux, mais il fallait quand même qu'ils arrivent à se définir. Et donc, en fait, la charte sémantique, vous voyez sur le côté le sommaire, elle prend des formes un peu différentes, mais l'idée, c'est quoi? C'est à chaque fois, Je sais pas si c'est moi, mais je crois qu'on est on en train de vous part perdre. sur l'historique. Si, vous m'entendez ou pas? Ça coupe en fait, il y a un mauvais réseau a priori. Enfin, on entend oui, mais on entend une phrase en 30 secondes. Du coup, Zut, parce qu'en plus, slow motion. je suis en 4G, donc du coup, je ne peux pas faire mieux que ça. Voilà, c'est bon, c'est revenu, c'est bon. Ah bon, ok. Je ne suis pas dans Lozère, je vous promets. On a eu un instant slow motion en fait. C'était sympa. Ok. Alors du coup, je reprends. Donc sur la charte sémantique, comment elle se décompose. En général, il y a toujours la première partie. Bon, là, c'est marqué histoire de la santé au travail et de la prévention, mais c'est ce que j'appellerais le contexte. Votre entreprise, votre association, votre institution, elle ne débarque pas comme ça dans un no man's land. Et donc, c'est important de le décrire. Là, dans la santé au travail, depuis quand ça existe, quelles ont été les différentes évolutions, le fait qu'on soit passé de la médecine au travail à la santé au travail, enfin voilà. Il y a eu tout un tas d'évolutions et c'est intéressant de recontextualiser. Je l'ai fait également pour la Ligue contre l'obésité, par exemple. Donc voilà, donc là, on avait travaillé sur l'historique, sur le fait que, par exemple, pendant très longtemps, il y a eu un culte du corps plutôt opulent. On trouvait que c'était plutôt des gens qui étaient bien portants, on aimait bien, on a fait ça. Et puis après, finalement, la vision du corps a beaucoup évolué. Quand est-ce que l'obésité est apparue pour la première fois comme une maladie? Enfin, voilà. Donc, en tout cas, redonner le contexte dans lequel on s'inscrit. Ensuite, et donc évidemment, on raconte ensuite sa propre histoire, c'est-à-dire à partir de quand l'entreprise ou l'association, l'institution, elle arrive dans ce contexte. Ensuite, il y a une phase de définition. Alors celle-là, c'est la plus compliquée parce que c'est, eh bien, l'EPALS est quoi? Est un service de santé au travail. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose pour les gens, ça, le service de santé au travail? Est-ce qu'on utilise le terme de prévention? Enfin, voilà. Là, il faut arriver à ce passage de la définition que vous ferez bientôt tout seul dans quelques minutes, je vous préviens. Et donc, voilà. Et donc après, on a aussi définition par des chiffres clés. Vous êtes combien? Le chiffre d'affaires, pourquoi pas? Le nombre de clients, enfin voilà. On a vraiment une phase de définition. Et puis après, on va commencer à découler d'autres clés. C'est-à-dire une fois qu'on a dit le contexte, une fois qu'on s'est défini, qu'on s'est présenté, on va commencer à travailler sur quelque chose qui relève beaucoup plus de la stratégie, mais mettre des mots dessus, c'est très important. C'est quoi mes moyens d'action aujourd'hui? Quelles sont mes ambitions? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes prises de position? Et ça, c'est souvent une phase extrêmement intéressante à faire avec ses collaborateurs parce que c'est parfois à ce moment-là que tout d'un coup, on se rend compte que on ne dit pas tous la même chose, on ne pense pas tous la même chose. Et moi, je l'ai vécu avec des associés qui travaillent dans le bâtiment. Et c'était assez drôle parce qu'en fait, en termes d'ambition, ce n'était pas les mêmes. Alors, on peut avoir plusieurs ambitions, et tant mieux d'ailleurs, hein. Mais ils ne partageaient pas les mêmes. Et ça, pour le coup, au sein d'une direction, ça peut parfois poser problème. Je l'avais fait aussi avec des ateliers que j'appellerais post-it, hein. C'est-à-dire que d'un coup, on demande à chacun de s'exprimer et de voir alors, soit comment ils définissent l'entreprise, soit si on leur demande de donner 3 mots-clés définissant l'entreprise qui ressort.
Bon, quand ça matche bien, ben, on voit que tout d'un coup tout s'aligne, hein. Hop, on reprend les post-it et puis hop, tout d'un coup on en voit 3 qui vraiment se dégagent et puis des fois il y en a partout sur les murs et on se dit: «Bon, ben, il va falloir qu'on y travaille tous ensemble». Je voulais détailler après, voilà, je vous ai montré concrètement alors là, c'est un travail très développé. Heu, il n'est pas nécessaire de faire, en tout cas si vous êtes tout seul, de faire quelque chose d'aussi développé. Déjà arriver à se mettre d'accord sur quelques mots et faire que l'ensemble de ses collaborateurs les partagent, c'est déjà pas mal. Donc là, il y avait la partie, historique, donc le fait qu'on était parti d'une logique de guérison à une logique de prévention, les devoirs de l'employeur, la définition de la santé au travail. Bon, c'est assez technique parce qu'après quand on rentre dedans, voilà, le fait que la santé au travail est un enjeu de société, donc pourquoi? Avec des chiffres sur la dégradation des conditions de travail. Ça, typiquement, là, les chiffres que vous voyez là, c'est super intéressant quand vous faites un communiqué de presse. Parce que, vous faites le communiqué de presse et puis à la fin, ben, vous rajoutez, 2-3 informations, chiffrées sur, bah, aujourd'hui, voilà, quels sont, les chiffres clés, des accidents ou des maladies, professionnelles et quelque part dans ce guide-là, dans cette charte sémantique, vous les avez. Ils sont mis là quelque part donc bah, tiens, pour un communiqué de presse, ça peut avoir un intérêt. Vous les avez sous la main, vous faites copier-coller et c'est bon. Là, donc on racontait l'histoire de l'EPAL. C'est intéressant parce que c'est, quand même un service de santé au travail qui a 60 ans. Ils avaient très peu de choses, mais très, très peu de choses sur, leur historique. Hem et donc même pour savoir quand est-ce que ça avait été créé, par qui exactement, il a fallu vraiment faire des recherches. Sauf que si on veut regarder, devant, il faut bien savoir, d'où on vient et c'est aussi des notions extrêmement importantes pour les salariés quand on veut les fédérer. Donc là, on était passé à cette fameuse, définition de l'EPALS. Donc nous, on avait choisi l'EPALS, c'est une association de prévention qui conseille et accompagne les chefs d'entreprise et les salariés de la région de Montpellier afin de et cetera. On n'a pas parlé de service de santé au travail. On n'a pas dit: «L'EPALS est un service de santé au travail». Pourquoi? Enfin, nous, on a fait le choix, je leur dis: «Mais ça ne veut rien dire, à part pour vous». En plus, si quelqu'un sait ce que c'est qu'un service de santé au travail, c'est extrêmement mal connoté. C'est-à-dire que les salariés qui ont déjà eu affaire à un service de santé au travail, pour eux, c'est, le contrôle de la vue, faire pipi au pot, et avoir, voilà, juste, le truc qui dit, «C'est bon, j'ai fait ma visite, médicale». Je dis: «C'est pas du tout dans ça que vous voulez vous inscrire». On a fait le choix d'utiliser le terme de prévention, puisque pour eux, c'est extrêmement important d'éviter les maladies professionnelles, d'éviter les accidents, et d'intervenir au plus tôt. Enfin, voilà, cette petite définition-là, en plus, c'est qui conseille, donc il y a cette notion de conseil, accompagne les chefs d'entreprise et les salariés pour bien montrer que ça n'est pas à destination uniquement des salariés. Bon, bah là, la région de Montpellier, c'était les fameuses 5 W, hein, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Pourquoi? Afin d'améliorer les conditions de travail et de préserver leur état de santé tout au long de leur vie professionnelle. Là, je vous jure, elle est un peu longue, hein, cette phrase, mais chaque mot a été, pesé, sous-pesé, voilà et discuté. Ensuite, définition des missions, donc préserver, prévenir, maintenir. Les moyens d'action, donc là, on a développé l'équipe pluridisciplinaire, tout ce qui faisait et ça aussi, ce qu'ils faisaient en entreprise. Parce qu'en fait, à force de faire les choses, ils se rendaient même plus compte de tout ce qu'ils avaient mis, en place. On a bien dissocié ce qu'ils faisaient en entreprise et ce qu'ils faisaient auprès, des salariés. Les ambitions, bah, par exemple, en plus, on les a même, hiérarchisées. C'est-à-dire que, pour eux, ambition, numéro 1, c'était lutter contre les idées reçues sur la médecine du travail et faire prendre conscience de son importance et de sa spécificité. Voilà et peut-être qu'un autre service de santé au travail n'aurait pas mis ça, du tout, en 1er. Les positions de l'EPALS, heu, bah, par exemple, là, voilà, c'est des positions extrêmement fortes. On l'avait fait aussi avec la Ligue contre l'obésité. C'est plus simple, hein, quand ce sont des associations. Quand on est une entreprise, on n'a pas forcément de position extrêmement déterminée sur certains sujets.
Mais par exemple, voilà, que la santé au travail doit être une grande cause nationale, que la qualité au travail ne doit pas être réservée à des organismes spécialisés, etc., etc. Les valeurs, alors attention, ça c'est typiquement sujet tarte à la crème. Là, pour le coup, on est vraiment dans un aspect. Je suis partagée sur les valeurs, c'est-à-dire qu'à la fois, je trouve ça extrêmement important, parce que qu'est-ce qui fait que les salariés qui sont avec vous sont dans le bateau et qu'est-ce qu'on partage avec des expériences et des problématiques différentes. Et en même temps, comme dirait Macron, c'est typiquement l'exercice où on va retrouver les mêmes valeurs un peu partout. Donc, vous regarderez, vous taperez sur Internet, vous tapez valeurs entreprise. Alors, il y a des listes. Hein, je trouve ça assez intéressant. Ben, c'est assez long. Des fois, il y a des listes de 500 valeurs possibles. Ce qui est surtout très important, c'est qu'est-ce que vous mettez derrière le mot que vous avez choisi. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la définition. Parce que là, on voit professionnalisme, engagement, dynamisme. Dynamisme. Tout le monde peut mettre dynamisme dans ses valeurs. Mais vous, qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Efficacité, confiance. C'est vraiment la définition qui va derrière ces valeurs qui, selon moi, est la plus importante. Et quelque part, je vous inviterais à ne pas trop en choisir. Vous en mettez juste 3, mais il vaut mieux travailler 3 bonnes valeurs que d'en mettre 5, 6 ou 7 et pas très intéressantes. C'est un exercice important, je trouve notamment dans la cohésion d'une entreprise. Je l'ai vécu, moi, ça, dans un journal dans lequel j'ai travaillé, où j'étais rédactrice en chef. Et je me rappelle, on avait fait un séminaire où justement on travaillait sur les valeurs et la cohésion d'équipe. Et je me disais, mais qu'est-ce que je partage comme valeur avec la secrétaire qui répond au téléphone, quoi. Moi, je suis journaliste. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est l'information, la liberté d'expression, la transparence. Je ne vois pas ce que je partage avec la secrétaire. Et ben, en fait, la secrétaire, elle partageait exactement ça. Elle partageait ce même goût pour l'information, la liberté d'expression, la transparence. Et un peu, alors bon, j'étais un peu plus jeune, j'avais 30 ans, mais j'ai trouvé ça, j'étais assez interloquée de voir que finalement, en étant dans une même entreprise avec des postes très différents, on se rejoignait là-dessus. Elle n'était pas secrétaire d'une entreprise lambda, elle était secrétaire d'une entreprise de presse. Et ça avait du sens pour elle, et on le partageait. Donc, extrêmement important la question des valeurs. Est-ce que vous avez des questions? C'est bien, il va nous rester un peu de temps pour que vous travailliez.